Mon frère m'a trompé avec ma fiancée, mes parents étaient au courant mais m'ont forcé à lui pardonner et à organiser leur mariage. Je suis un mec de 32 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais que ma vie allait dans la bonne direction. J'étais fiancé à ma petite amie de 5 ans, Tina. J'aime cette femme, mec. Je pensais que c'était la bonne, tu sais? Et pendant 5 ans, tout a semblé parfaitement s'emboîter. Mais ouais, tout s'est écroulé d'un coup, et maintenant me voilà, à parler à Reddit parce que j'ai besoin de sortir ça de ma poitrine avant de devenir complètement fou. Laissez-moi vous parler rapidement de ma famille, car il joue un grand rôle dans la raison pour laquelle toute cette situation est un tel désastre. J'ai un frère cadet, Adam, et d'aussi loin que je me souvienne, il a été le préféré de mes parents. Ce n'était pas comme une rivalité fraternelle typique où l'on reçoit peut-être un peu plus d'attention. Non, Adam était l'enfant en or. Peu importe ce qu'il faisait, mes parents le soutenaient toujours. Pendant ce temps, j'étais celui à blâmer pour à peu près tout. Si je cassais une lampe, c'était ma faute parce que j'aurais dû la surveiller. Si je séchais l'école, c'était moi qui donnais le mauvais exemple. C'était comme vivre dans une sorte de 4e dimension où Adam ne pouvait jamais rien faire de mal et je ne pouvais jamais rien faire de bien. Et le pire de tout, mes parents, Bill et Suzanne, ont agi comme si c'était tout à fait normal. Maintenant, avançons rapidement de quelques années, j'ai réussi à sortir de cette maison toxique lorsque je suis allé à l'université. J'ai tout payé moi-même, sans l'aide de mes parents, car bien sûr, tout leur argent est allé à Adam. Lui, en revanche, a décidé qu'après un semestre, l'université n'était pas pour lui et a abandonné. Je n'ai même pas été surpris lorsque mes parents lui ont organisé une grande fête pour avoir suivi son cœur ou une connerie qu'ils ont inventée, alors que je me cassais le cul à travailler à temps partiel juste pour payer le loyer de mon appartement. Ils lui ont acheté une toute nouvelle voiture pour qu'il puisse explorer ses passions. Mais de toute façon, ce ne sont que des informations générales. La vraie histoire est de savoir comment Adam, l'enfant en or, a réussi à faire ce que je n'aurais jamais pensé qu'il ferait, il a détruit ma vie en quelques mois. Comme je l'ai dit, j'étais fiancé à Tina. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et honnêtement, je pensais enfin construire quelque chose de solide. Tina était intelligente, drôle, incroyablement belle, en gros, c'était la fille de mes rêves. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une des ex-petites amies d'Adam, à l'époque, et pour nous, tout a tout de suite fonctionné. J'aurais dû savoir qu'il y avait des signaux d'alarme, cependant, maintenant en regardant en arrière. Voici le problème avec Adam, il reniflait toujours autour de ma vie. Peu importe ce que je faisais, il trouvait toujours un moyen de me surpasser ou de se mêler de mes affaires. J'ai un nouveau travail et soudain, Adam parlait de son idée d'entreprise passionnante. J'ai commencé à sortir avec Tina, et soudain, Adam était super intéressé par ce que je faisais, me posant constamment des questions sur Tina. À l'époque, je pensais qu'il était peut-être juste heureux pour moi, mais maintenant, mec, je me sens comme un idiot de ne pas l'avoir vu. Tina et moi vivions ensemble depuis 1 an avant que je ne fasse ma demande. Rien de grand, juste une soirée tranquille à la maison, un bon dîner, et j'ai posé la question. Elle a dit oui, et j'avais l'impression que tout se mettait en place. Nous n'étions pas pressés de nous marier. Nous travaillions tous les deux de longues heures, économisant pour le mariage et pour une maison. La vie était bien remplie, mais c'était enfin agréable. Je ne pensais pas à toutes les conneries familiales, j'étais juste heureux. Mais ensuite, Tina a commencé à agir bizarrement, tu sais? Quand parfois quelque chose ne va pas. Elle était plus souvent sur son téléphone, toujours en train d'envoyer des textos, et quand je demandais qui c'était, elle disait que c'était une amie du travail. Elle sortait plus avec ses amis, rentrait tard à la maison, sentant l'alcool et une sorte d'eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Mais je lui faisais confiance. Jamais en 1 million d'années je n'aurais pensé qu'elle me tromperait. Puis, un soir, elle m'a annoncé la nouvelle qui a bouleversé mon monde, elle était enceinte. Au début, je n'y ai rien pensé. J'étais en fait assez excité parce que nous avions déjà parlé d'avoir des enfants. Mais ensuite, elle a lâché la bombe, le bébé n'était pas le mien. J'étais abasourdi, complètement figé. Ma première question était la plus évidente, qui est le père? Et elle s'est mise à pleurer. Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Finalement, elle a murmuré, c'est Adam. Mon jeune frère. Mon putain de frère. Mec, je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui se passait. Ma fiancée était enceinte, pas par un mec au hasard, mais par le même frère qui m'avait tout pris en grandissant.
Le même frère qui avait toujours été l'enfant en or, celui que mes parents ont choisi plutôt que moi, maintes et maintes fois. Je l'ai mise à la porte de la maison sur le champ. Je ne voulais pas entendre ses excuses, je me fichais de ses larmes. Tout ce que je ressentais était cette rage brûlante à l'intérieur, et je savais que je ne pouvais pas être près d'elle. Elle a essayé de s'excuser, m'a supplié de l'écouter. Mais qu'est-ce que j'étais censé lui dire? La femme que je prévoyais d'épouser couchait avec mon frère et portait maintenant son enfant. Après l'avoir mise à la porte de l'appartement, j'ai appelé Adam. Je ne me souviens même pas de ce que je lui ai dit, mais ce n'était pas calme, je vous l'assure. Adam, bien sûr, a essayé de minimiser l'importance, comme si c'était une chose ponctuelle. Il a même eu le culot de me dire que cela ne signifiait rien. Mec, ça ne voulait rien dire. Il a mis ma fiancée enceinte, et je suis censé croire que ce n'était rien. Quand je l'ai pressé pour en savoir plus, il s'est mis sur la défensive et a dit, peut-être que si tu avais été un meilleur fiancé, elle ne serait pas venue me voir. C'était ça. C'est à ce moment-là que je l'ai perdu. J'ai conduit directement chez lui, prêt à tout détruire. Je ne pensais pas clairement, je ne savais même pas ce que j'allais faire, mais j'étais tellement aveuglé par la rage que je m'en fichais. Et quand je suis arrivé là-bas, devinez qui m'attendait déjà? Mes parents. Ouais, Adam les avait appelés, essayant probablement de faire tourner l'histoire pour qu'ils prennent son parti, comme toujours. Et surprise, surprise, ils l'ont fait. Ma mère s'est mise à pleurer, parlant de la façon dont la famille doit rester unie, et mon père s'est juste tenu là, me regardant comme si j'étais le problème. Pendant ce temps, Adam avait ce regard suffisant sur son visage, comme s'il savait qu'il allait s'en tirer. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Des années de frustration, de ressentiment, de colère, tout est sorti. Je leur ai dit à tous d'aller en enfer. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient garder Adam parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. J'ai dit à Adam qu'il était mort pour moi, et je le pensais. Je suis parti après ça, ne sachant pas où j'allais. J'avais juste besoin de m'éloigner d'eux tous. Tout ce que je savais, c'est que tout ce que je pensais savoir sur ma vie s'était effondré et que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Bon, après avoir mis Tina à la porte et avoir pratiquement dit à tout le monde dans ma famille d'aller se faire foutre, on pourrait penser que ce serait la fin, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'était que le début. Je pensais pouvoir simplement faire mes valises et continuer ma vie, mais ma famille n'allait pas laisser tomber si facilement. Je n'ai même pas eu le temps de respirer avant qu'ils ne commencent à s'en prendre à moi de tous les côtés. Donc, le lendemain, je suis assis dans mon appartement, essayant de trouver quoi faire. J'ai à peine dormi, mon esprit s'emballe et chaque fois que je ferme les yeux, je repasse cette conversation avec Tina encore et encore. Toute cette histoire de je suis enceinte et cet Adam était comme une boucle à laquelle je ne pouvais pas échapper. Ça me dérangeait beaucoup, mec. Bref, je suis assis là, à regarder mon téléphone, et il commence à vibrer comme un fou. Devinez qui c'est, ma mère. Maintenant, je ne suis pas stupide, je sais exactement de quoi parle cet appel. Mais une partie de moi, pour une raison stupide, pensait que peut-être, juste peut-être, elle verrait enfin les choses de mon point de vue. Peut-être qu'elle dirait, Adam a vraiment foiré, et nous te soutenons. Alerte spoiler, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors je réponds au téléphone, et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère commence à parler, que fais-tu, Jacob? Tu déchires la famille à cause d'une erreur. Ouais, elle a appelé ça une erreur. Comme Adam a accidentellement mis ma fiancée enceinte, comme quand on renverse accidentellement un verre. Elle continue de dire que je dois lui pardonner, que la famille est la chose la plus importante et que je suis égoïste de ne pas essayer d'arranger les choses avec eux. Je n'arrive même pas à croire ce que j'entends. À ce stade, je suis juste assis là, téléphone à la main, à regarder le mur pendant qu'elle parle, me demandant, est-ce réel? Suis-je le fou ici? Quand elle s'arrête enfin pour reprendre son souffle, je l'interromps et je lui dis directement, maman, Adam est mort pour moi. Il n'y a pas de pardon pour ça. Tu peux prendre son parti tant que tu veux, mais j'en ai fini. Et j'ai raccroché. Ce n'était pas satisfaisant, même si dans les films, les gens raccrochent le téléphone et se sentent autonomes ou quoi que ce soit, mais je me suis juste senti vide, comme si peu importe ce que je disais, rien ne lui parviendrait. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se dégrader. Je me suis dit, bon, je vais juste bloquer leur numéro, et ce sera tout. Mais non, ma famille n'allait pas me laisser partir si facilement. Le lendemain,
ma mère s'est présentée à mon appartement. Je ne sais même pas comment elle a découvert où j'avais déménagé, mais elle était là, debout devant ma porte avec ce regard sur son visage comme si c'était elle qui avait été lésée. Elle commence à frapper à la porte, me criant d'ouvrir. À ce stade, je suis assis sur le canapé avec la tête dans les mains parce que je ne veux tout simplement pas gérer ça, mais elle ne s'arrête pas. Finalement, je me lève, ouvre la porte, et elle est là, les larmes aux yeux, tenant une photo de bébé d'Adam et moi, comme si cela allait régler les choses par magie. « Regarde ça », dit-elle en me fourrant la photo au visage. « Vous étiez si proches. Vous ne pouvez pas simplement jeter ça. C'est ton frère. » Je jure que ma patience s'épuisait. Je lui ai dit, « Maman, Adam a franchi une ligne dont il n'y a pas de retour possible. Il n'a pas seulement volé mon vélo ou mes jeux vidéo, il a ruiné toute ma vie. » Mais elle a continué, « Mec. Il est désolé, » dit-elle, comme si cela allait arranger les choses. Il a fait une erreur, mais tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. C'est toi qui es censé être la personne la plus mature. C'est à ce moment-là que je l'ai perdu. Je ne pouvais plus le retenir. Je lui ai dit, tout ce que je retiens depuis des années, tu le choisis toujours, quoi qu'il arrive. Tu choisis toujours Adam. Je n'ai jamais été assez bien pour toi, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux le garder maintenant, parce que j'en ai fini avec vous deux. Elle est restée là, figée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je craque comme ça. Je n'avais pas prévu de crier, mais toutes ces années à être deuxième, à être ignorée, tout est sorti d'un coup. Elle s'est mise à pleurer, mais cette fois, je ne jouais pas à son jeu de culpabilité. Je lui ai dit de partir, et quand elle ne l'a pas fait, j'ai attrapé mon téléphone et je lui ai dit, j'appelle les flics si tu ne pars pas. Elle est finalement partie, mais pas avant de me dire, tu vas le regretter. La famille est tout ce que tu as. Ouais, c'est ça, maman. Merci pour ça. Après son départ, j'ai pensé que ce serait peut-être la fin, comme s'il comprendrait enfin l'allusion. Mais non, le même jour, Adam décide de m'envoyer un texto. Il joue tout cool, comme si de rien n'était, en disant « Écoute, frérot, je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais ne faisons pas une grosse affaire de ça. » J'ai voulu jeter mon téléphone à travers la pièce. « Ce n'est pas grave, » dit le gars qui a mis ma fiancée enceinte et qui agit comme si c'était un désagrément mineur, comme s'il avait emprunté ma chemise sans demander. Alors je l'ai bloqué. Je n'ai même pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire après ça. J'ai commencé à recevoir des appels et des textos de parents au hasard, oncles, cousins, des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Soudain, ils voulaient tous intervenir, et, mec, tu dois laisser tomber, Adam est ton frère, tu vas le regretter si tu le coupes, la famille c'est la famille. Sérieusement, tout le monde est tellement endoctriné. Ils n'arrêtaient pas de me lancer la même réplique, la famille c'est la famille, comme si cela rendait en quelque sorte ce qu'Adam a fait acceptable. J'ai ignoré tout le monde. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai découvert que Tina et Adam se voyaient toujours. Comment l'ai-je découvert? Oh, parce qu'un de mes collègues les a vus ensemble et a décidé d'en parler au travail, comme si ce n'était pas grave. J'étais en train de prendre un café dans la salle de pause, et ce gars, Steve, je l'appellerai comme ça même si ce n'est pas son vrai nom, s'approche de moi et me dit, « Eh, j'ai vu Tina et Adam l'autre jour. Ils avaient l'air plutôt intimes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Je l'ai juste regardé. Comment répondez-vous même à quelque chose comme ça? J'ai marmonné quelque chose sur la façon dont nous avions rompu, et il m'a lancé ce regard gêné avant de s'éloigner. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Je ne pouvais plus me concentrer sur le travail. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont Adam se promenait avec Tina comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester là. Je ne pouvais pas continuer à travailler dans un endroit où tout le monde connaissait ma famille foutue. Je ne pouvais pas continuer à croiser des gens qui avaient vu Adam et Tina ensemble. C'était comme un rappel constant de la façon dont tout était parti en vrille. J'ai donc commencé à chercher des appartements. Je me fichais où, je voulais juste trouver quelque chose d'assez loin pour ne plus jamais avoir à gérer ça. Et la prochaine étape serait de trouver comment m'assurer que ma famille ne me dérange plus jamais. Eh bien, après tout le désordre avec ma famille, les choses se sont encore compliquées. J'aimerais pouvoir dire que j'en ai fini avec tout ce drame, mais vous savez comment c'est. Juste au moment où vous pensez avoir touché le fond, quelqu'un se présente avec une pelle. Quelques semaines après avoir commencé à chercher de nouveaux appartements,
j'ai pensé que les choses se calmaient un peu. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents, ce qui était un miracle en soi, et je commençais à avoir les idées claires. Je me concentrais sur le travail, gardant mes distances avec tous ceux qui connaissaient Adam et Tina, et j'essayais simplement de passer à autre chose. Puis, un jour, je suis à la salle de sport, je fais mon truc, je m'entraîne sur le sac de frappe. Maintenant, j'utilise la salle de sport comme principal moyen de soulager le stress parce que, croyez-moi, j'avais beaucoup de stress refoulé. J'étais au milieu d'une bonne séance d'entraînement quand j'entends quelqu'un m'appeler par mon nom par derrière. Je me retourne et devinez qui est là, avec ce même regard suffisant sur son visage? Ouais, Adam. C'est comme si le mec ne savait pas quand s'arrêter. Je ne lui avais pas parlé depuis ce dernier appel téléphonique, et je n'avais absolument pas l'intention de lui reparler un jour. Mais il était là, debout dans mon espace, comme si tout allait bien. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il sourit et dit, « Écoute, frérot, on doit parler. » Parler? Parler de quoi? Il n'y a plus rien à dire. Il a mis ma fiancée enceinte, que pourrait-il y avoir de plus à dire? Mais au lieu de partir, je suis resté là, les poings serrés, attendant les conneries qu'il allait débiter. Adam s'approche d'un pas et commence à se plaindre de la façon dont nous ne devrions pas laisser cela se mettre entre nous et de la façon dont la famille est plus importante qu'une fille. Je jure que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas l'assommer sur place. La façon dont il parlait de Tina, comme si elle n'était qu'une fille au hasard, pas la personne que je prévoyais d'épouser, m'a fait bouillir le sang. Puis il dit la chose qui m'a finalement brisé, je veux dire, frérot, ce n'est pas comme si elle était vraiment à toi de toute façon, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que je l'ai complètement perdue. Je n'ai même pas réfléchi, mon corps a juste réagi. J'ai lancé un coup de poing et mon poing s'est connecté à son visage. Le son, eh bien, c'était satisfaisant. Il a trébuché en arrière, serrant sa mâchoire, et je pouvais voir le choc dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que je le frappe réellement. Mais voici le problème, je n'avais pas fini. Toute la colère, la trahison, tout ce qui s'était accumulé pendant des mois, voire des années, est sorti. Je l'ai attrapé par la chemise et l'ai poussé contre le mur. Je ne me souviens pas de ce que j'ai crié, mais ce n'étaient pas des mots gentils. À ce moment-là, les gens de la salle de sport avaient commencé à le remarquer. J'ai vu quelques-uns d'entre eux se rapprocher, mais je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de m'assurer qu'Adam savait qu'il avait franchi la ligne pour la dernière fois. Avant que je ne puisse lancer un autre coup de poing, le personnel de la salle de sport est intervenu et nous a séparés. Adam se tenait le visage et je pouvais sentir l'adrénaline couler dans mes veines, comme si j'étais prêt pour le deuxième round. Mais le personnel ne le permettrait pas. Ils ont commencé à crier qu'ils allaient appeler les flics, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si je continuais, cela allait se transformer en un gâchis juridique, et honnêtement, je n'avais pas envie de gérer ça en plus de tout le reste. Alors je suis parti. J'ai pris mes affaires et j'ai quitté la salle de sport sans me retourner. Mon cœur battait toujours la chamade et mon esprit était en désordre, mais je savais que si je restais plus longtemps, je ferais quelque chose que je regretterais. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là pendant 1 minute, essayant de me calmer. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé l'écran, et bien sûr, c'était Adam qui appelait. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je ne voulais rien entendre de ce qu'il avait à dire. Mais ensuite, même pas 5 minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était de Tina. Je n'allais pas répondre, je savais que je ne devrais pas, mais mon cerveau fonctionnait toujours à l'adrénaline pure, et avant même de m'en rendre compte, j'avais appuyé sur le bouton de réponse. La voix de Tina est venue à travers la ligne, frénétique et en colère. « Qu'est-ce que c'est que ça, Jacob? Tu lui as cassé le nez. Il aura peut-être besoin d'une intervention chirurgicale. » J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. L'idée que j'étais le méchant ici, après tout ce qu'ils avaient fait, me semblait tellement ridicule. « Oh, je suis désolé, » ai-je dit, le sarcasme dégoulinant de chaque mot. Je devrais lui envoyer une carte de prompt rétablissement. Peut-être des fleurs. Elle n'a pas aimé ça. Tina s'est mise à me crier dessus, m'accusant d'être égoïste, de ne pas comprendre à quel point c'était difficile pour elle. Peux-tu croire qu'elle m'a trompé, est tombée enceinte de mon frère, et je ne comprends pas à quel point c'est difficile pour elle? Je ne l'ai même pas laissé finir. J'ai raccroché et bloqué son numéro. J'avais fini. J'aurais dû le faire plus tôt,
mais il y avait une partie de moi qui voulait une sorte de fermeture, des excuses ou des explications ou quoi que ce soit. Mais j'ai réalisé que je n'allais pas l'obtenir. Tina et Adam n'étaient pas désolés, ils étaient juste énervés que je ne joue pas le jeu avec leur version tordue de la famille. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un texto d'un de mes cousins. Il s'avère que la nouvelle de la bagarre à la salle de sport s'était répandue rapidement. Les gens en parlaient, et pas seulement au sein de la famille, mais aussi des amis, des collègues, tout le monde découvrait ce qui s'était passé. Super, juste ce dont j'avais besoin, plus de gens au courant de ma vie foirée. Ma cousine, amie, qui a toujours été de mon côté, m'a appelé pour voir comment j'allais. Elle m'a dit que la famille devenait folle, disant que j'avais réagi de manière excessive et que j'avais aggravé les choses. Mais Amy était l'une des rares à avoir vraiment compris. Elle savait à quel point les choses s'étaient détériorées entre Adam, mes parents et moi. Elle n'achetait pas toutes les conneries de la famille d'abord qu'il continuait à pousser. « Tu as fait ce que tu avais à faire », dit-elle. « Qu'ils aillent se faire foutre. Tu mérites mieux que ça. » Entendre ça m'a aidé, mais ça n'a pas changé le fait que tout était en train de devenir incontrôlable. Ma vie devenait un secret de polichinelle, les gens bavardant dans mon dos. Je ne pouvais aller nulle part sans que quelqu'un ne me lance ce regard, tu sais, celui où ils meurent d'envie de me poser des questions sur ce qu'ils ont entendu, mais ils ne veulent pas avoir l'air curieux. Je savais que je devais sortir de là. Je ne pouvais pas rester dans la même ville, je ne pouvais pas continuer à croiser des gens qui connaissaient Adam et Tina. C'était comme un rappel constant de la façon dont tout s'était effondré. J'ai donc commencé à prendre des mesures sérieuses pour partir. Je me fichais où, juste assez loin pour ne plus avoir à gérer toutes ces conneries. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que Seattle pourrait être la meilleure option. Mon entreprise avait un bureau là-bas, et plus j'y pensais, plus cela me semblait être un bon endroit pour un nouveau départ. Je ne connaissais personne là-bas, ce qui est exactement ce que je voulais. Personne ne connaîtrait mon histoire, personne ne poserait de questions et je pourrais enfin avoir la paix. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que je devais le faire. Je devais m'éloigner d'Adam, de Tina, de mes parents, de toute ma famille. Et peut-être alors pourrais-je commencer à comprendre comment reconstruire ma vie. Mise à jour 1, donc, après toute la bagarre à la salle de sport, Tina se moquant de moi et décidant de déménager à Seattle, j'ai pensé que les choses commenceraient enfin à se calmer. Je me suis dit que si je restais en dehors de leur chemin et que je me concentrais sur la sortie de cette ville, je pourrais recommencer à zéro et laisser tout cela derrière moi. Mais bien sûr, rien ne se passe jamais aussi bien. Ma famille, Tina et même des gens au hasard dans ma vie ne pouvaient tout simplement pas laisser tomber. Tout d'abord, emballer mon appartement aurait dû être facile, n'est-ce pas? Il suffit d'emballer mes affaires, de programmer les déménageurs et de sortir. Mais le lendemain du jour où j'ai pris ma décision de déménager, mes parents se sont présentés à nouveau à mon appartement. Je suppose qu'ils ont entendu parler de mes projets par l'une de mes tantes ou de mes cousins, l'une de mes tantes ou de mes cousins, personne ne peut se taire dans ma famille, et ont décidé qu'ils devaient me faire entendre raison. Je suis assis sur le canapé, à mi-chemin de l'emballage de mes livres, quand j'entends la sonnette retentir. Je savais instantanément que c'était eux. J'ai ce sixième sens maintenant quand il s'agit de ma famille. Effectivement, je regarde par le Judas, et ils sont là. Ma mère a ce regard triste et suppliant sur son visage, et mon père se tient derrière elle avec son froncement de sourcils désapprobateur habituel. Je ne voulais pas ouvrir la porte, vraiment pas, mais je savais qu'il ne partirait pas tant que je ne l'aurais pas fait. Alors je l'ai ouverte, juste une fente, et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère s'exclame « Vas-tu vraiment faire ça, Jacob ? Vas-tu vraiment abandonner ta famille ?» Il m'a fallu chaque once de maîtrise de soi pour ne pas leur claquer la porte au nez. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi parce que je ne les voulais pas dans mon espace. Je me suis appuyé contre la porte, j'ai croisé les bras et j'ai attendu de voir quel voyage de culpabilité ils allaient essayer de me faire subir. Tu ne peux pas simplement fuir tes problèmes, a continué ma mère. Déménager à travers le pays ne réglera rien. Tu dois rester et arranger les choses avec Adam. Arranger les choses avec Adam ? Comment répondez-vous même à cela ? C'est comme s'il n'avait même pas entendu ce que j'ai dit la dernière fois que nous avons parlé. Je ne m'enfuis pas, ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Je recommence. Je n'ai pas besoin d'arranger les choses avec Adam. Je ne veux rien avoir à faire avec lui, ni avec Tina, ni avec cette famille. Mon père a finalement pris la parole à ce moment-là. C'est ridicule, Jacob. Tu te comportes comme un enfant.
tu gâches ta vie à cause d'une erreur. La voilà encore, erreur. Comme Adam et Tina ont juste trébuché et sont tombés dans cette situation, et j'étais le fou d'être en colère. J'ai essayé de raisonner avec eux, mais ils n'ont cessé de répéter les mêmes conneries encore et encore sur la façon dont la famille est la famille, et tu n'as qu'un seul frère. C'était comme parler à un mur de briques. Finalement, j'ai juste abandonné et je leur ai dit, je pars. Et c'est définitif. Vous devez partir. Ma mère s'est mise à pleurer alors, ce qui est sa tactique habituelle lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mon père m'a juste regardé, puis a dit cette chose qui m'a vraiment énervé, si tu abandonnes ça, Jacob, ne t'attends pas à ce que nous venions en courant quand tu te rendras compte que tu as fait une erreur. J'ai fait une erreur? J'ai dû rire, même si c'était plus par frustration qu'autre chose. J'ai pris ma décision, et si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème, lui ai-je dit. Ensuite, je suis retourné à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là une seconde, écoutant les sanglots de ma mère s'estomper alors qu'ils retournaient à leur voiture. Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi, mais en même temps, j'étais tellement fatigué de me battre avec eux, fatigué de leur voyage de culpabilité, fatigué de tout. Alors c'était ça. Ils sont partis et j'ai continué à faire mes valises, essayant de me concentrer pour sortir de là le plus rapidement possible. Mais bien sûr, ma famille n'avait pas fini de me faire chier. Quelques jours plus tard, j'ai reçu ce long email dramatique de ma tante, celle qui est toujours dans les affaires de tout le monde, disant essentiellement la même chose que mes parents, que je réagissais de manière excessive, que je devais être la personne la plus mature et faire amende honorable avec Adam et Tina. Elle a même eu le culot de dire que Tina et Adam traversaient beaucoup de choses en ce moment à cause de la grossesse et que je devrais trouver dans mon cœur de leur pardonner. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais même pas me résoudre à taper une réponse parce que je savais que cela n'aurait pas d'importance. Rien de ce que je disais ne les ferait changer d'avis. J'ai juste supprimé l'email et continué à faire mes valises. À ce moment-là, j'étais si près d'avoir fini, si près de sortir de là et de tout laisser derrière moi. J'avais déjà un logement à Seattle, les déménageurs étaient programmés et je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse enfin laisser toutes ces conneries derrière moi. Mais ensuite, le coup final est arrivé. La veille au soir, avant que les déménageurs ne soient censés arriver, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Tina. Je n'ai pas reconnu l'écriture au début, mais quand j'ai ouvert l'enveloppe et vu son nom au bas de la lettre, j'ai senti cette vague de nausée me submerger. La lettre était, je ne sais même pas comment la décrire. C'était tellement Tina, plein de fausses excuses et d'excuses. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était désolée, comment elle n'avait jamais voulu me blesser et comment elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner afin que nous puissions tous passer à autre chose. Elle a même inclus une photo de l'échographie, comme si cela allait adoucir le coup. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est comment cela aurait dû être notre enfant, pas le sien et celui d'Adam. Le nôtre. C'était censé être notre avenir. Mais au lieu de cela, j'étais là, en train d'emballer ma vie et de déménager à travers le pays pendant que, Adam et Tina, choisissaient probablement des prénoms pour bébé et faisaient semblant de ne pas avoir complètement brisé mon monde. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée à la poubelle. Je n'en pouvais plus. Le lendemain matin, j'ai emballé le reste de mes affaires, j'ai rencontré les déménageurs et j'ai quitté cet appartement pour de bon. Sur la route de Seattle, je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui s'était passé. Une partie de moi avait l'impression que j'aurais peut-être dû gérer les choses différemment, peut-être que j'aurais dû faire plus d'efforts pour leur faire voir mon point de vue, peut-être que j'aurais dû m'éloigner de ma famille il y a longtemps. Mais au final, rien de tout cela n'avait d'importance. Je recommençais à zéro, laissant derrière moi toutes les personnes qui m'avaient blessé, et j'étais prêt à passer à autre chose. Ou du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Mise à jour 2, eh bien, je suis arrivé à Seattle. J'avais cette idée en tête qu'une fois arrivé ici, les choses s'amélioreraient comme par magie. Comme si je franchissais la ligne d'état et que tout se réinitialisait, tu sais? Mais surprise, la vie ne fonctionne pas comme ça. Les premières semaines après mon déménagement ont été honnêtement assez difficiles. Ne vous méprenez pas, c'était bien d'être loin de ma famille, d'Adam, de Tina, de tout ça. Mais c'est bizarre à quel point tout est devenu calme, personne ne frappait à ma porte, pas d'appel téléphonique en colère, pas de mails culpabilisants, rien. C'est comme si le chaos avait été monté à 11 pendant si longtemps que lorsqu'il s'est finalement arrêté, je ne savais pas quoi faire de moi-même. J'ai trouvé un endroit décent à Seattle, rien d'extraordinaire, mais c'est le mien, et c'est ce qui compte.
J'ai passé mes premières nuits assis sur le canapé, à regarder les cartons que je n'avais pas encore déballés, essayant de comprendre à quelle vitesse les choses avaient changé. Une minute, je suis fiancé, sur le point de me marier, et la suivante, je suis à l'autre bout du pays, à recommencer. C'est comme si je n'avais même pas eu le temps de le digérer. Et maintenant que j'étais seul, tout m'est tombé dessus d'un coup. Le premier vrai coup de poing dans l'estomac s'est produit au travail. Mon entreprise m'a transféré au bureau de Seattle, donc je n'ai pas eu à trouver un nouvel emploi, ce qui était une chose de moins à craindre, au moins. Mais le jour où je suis arrivé, il est devenu clair que mes problèmes ne disparaissaient pas simplement parce que je changeais de ville. Le premier jour, ils m'ont présenté à l'équipe, les petites conversations gênantes habituelles, vous savez? La plupart des gens étaient gentils, polis, demandant d'où je venais, ce que je faisais, tout ça. Mais ensuite, au déjeuner, j'ai entendu deux collègues chuchoter. Ils ne savaient pas que je pouvais les entendre, et l'un d'eux a dit, « Eh, tu as entendu parler de ce mec qui a frappé son frère à l'autre bureau? Un truc à propos de sa fiancée ou peu importe. » Mon cœur s'est effondré. J'ai senti cette nausée familière s'installer, comme si quelqu'un venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. Apparemment, ma réputation m'a suivi ici. Les ragots de l'ancien bureau ont traversé le pays et maintenant les gens de Seattle connaissaient mon histoire, ou du moins leur version. J'ai essayé de faire comme si je ne les avais pas entendus, mais ça m'a dérangé, bon sang. Je veux dire, je pensais que je recommençais, mais j'étais là, coincé dans le même pétrin, seulement maintenant c'était avec des étrangers. J'avais l'impression que peu importe où j'allais, je ne pouvais pas échapper à ce qui s'était passé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et au lieu de déballer, je me suis juste assis là, à regarder mon téléphone. Je n'avais pas bloqué les numéros de ma famille, même si j'aurais probablement dû le faire. Une partie de moi attendait toujours un texto ou un appel, comme si quelqu'un finirait par dire quelque chose qui ne me ferait pas me sentir comme de la merde. Mais non, rien. Mon téléphone était silencieux et pour la première fois, j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment seul. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'Emma, la sœur cadette de Tina. J'avais presque oublié qu'elle existait au milieu de tout ce chaos. Emma avait été la seule du côté de Tina à me tendre la main et à essayer de comprendre. Elle n'a pas défendu les actions de sa sœur, en fait, elle semblait tout aussi dégoûtée que moi. Son email était court, juste quelques lignes disant qu'elle avait entendu parler de mon déménagement et espérait que j'allais bien. Elle a également mentionné que Tina et Adam étaient toujours ensemble et que la grossesse de Tina était partout sur ses réseaux sociaux. Apparemment, ils agissaient comme si c'était une fin de conte de fées, prétendant que toute la trahison et le drame ne s'étaient jamais produits. Je n'ai pas répondu à Emma tout de suite. Que étais-je censé dire? Que ça faisait encore mal? Que entendre parler de Tina et Adam jouant à la famille heureuse me rendait malade? Que chaque fois que je pensais que j'allais de l'avant, ils me ramenaient dans le même vieux pétrin? Au lieu de cela, j'ai juste regardé son email, sentant ce nœud familier dans mon estomac se resserrer. Ce n'est que le lendemain que j'ai finalement répondu. Je l'ai fait court, la remerciant simplement d'avoir pris de mes nouvelles et lui disant que j'allais bien, même si ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas approfondir mes sentiments parce qu'honnêtement, à quoi bon? Ce n'est pas comme si en parler allait arranger les choses. Mais peu importe à quel point j'essayais de le repousser, le poids de tout revenait sans cesse. J'étais assis à mon bureau au travail et soudain, je me suis surpris à penser à Adam, à Tina, à la façon dont ils étaient probablement assis dans un magasin pour bébés, choisissant des berceaux ou quelque chose comme ça, vivant leur meilleure vie pendant que j'étais coincé à ramasser les morceaux de la mienne. Quelques semaines plus tard, je suis sorti boire un verre après le travail, juste pour essayer de me détendre un peu. J'ai fini dans ce petit bar à quelques pâtés de maison de chez moi. C'était calme, pas trop de monde, juste comme je l'aime. J'ai commandé une bière, je me suis assis au bar et j'ai essayé de me vider la tête pour une fois. Mais comme prévu, même pas une heure plus tard, un mec assis à côté de moi a commencé à me parler. Au début, il semblait assez amical et nous avons commencé à discuter du travail, de la vie, vous savez, les petites conversations habituelles. Puis, à l'improviste, il dit, « Alors, quelle est ton histoire? Pourquoi es-tu venu à Seattle ?» J'ai hésité. Dois-je lui dire la vérité? Dois-je inventer une excuse pour vouloir changer de décor? Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai pris une autre gorgée de ma bière et j'ai choisi la réponse sûre, j'avais besoin d'un nouveau départ. Mais ensuite, il a continué à pousser, demandant d'où je venais, pourquoi je suis parti, tout ça.
C'était comme s'il sentait qu'il y avait plus à l'histoire, et il n'allait pas laisser tomber tant que je n'aurais pas tout déballé. Alors je lui ai dit, pas toute l'histoire, mais l'essentiel, mon frère m'a baisé, j'ai dû partir, et maintenant je suis ici. Ses yeux se sont agrandis et il a juste hoché la tête, comme s'il venait d'entendre des ragots sauvages. Putain, c'est dur, mec, dit-il. Mais au moins, tu en es loin maintenant, n'est-ce pas? J'ai juste hoché la tête et lui ai adressé un sourire forcé. Ouais, je suis loin. Mais le suis-je vraiment, me suis-je dit. Parce que peu importe jusqu'où je courais, le poids de ce qui s'était passé, la trahison, la colère, tout me suivait. Chaque fois que j'essayais de passer à autre chose, c'était là, comme une ombre que je ne pouvais pas secouer. Après ça, j'ai fini mon verre, j'ai payé ma note et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, je suis resté au lit, à regarder le plafond, à penser à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais perdu. Je pensais que déménager à Seattle arrangerait les choses, je pensais que mettre de la distance entre moi et ma famille faciliterait le passage à autre chose. Mais maintenant, je n'étais plus si sûr. Une partie de moi avait l'impression que je ne pourrais jamais vraiment échapper à ce qui s'était passé. Peu importe le nombre de kilomètres que je mettais entre nous, la trahison serait toujours là, tapie au fond de mon esprit, me rappelant tout ce que j'avais perdu. Et peut-être que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors oui, me voilà, nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle vie. Mais il est difficile de se débarrasser du sentiment que peu importe où je vais, je suis toujours coincé, transportant les mêmes vieux bagages. Et honnêtement, je ne sais pas si je pourrai jamais laisser tomber.